Et aujourd'hui, nous allons voir la holding, le levier d'enrichissement de l'entrepreneur. La holding est souvent perçue comme une simple entité juridique, mais elle peut en réalité offrir des avantages financiers et fiscaux considérables. Elle permet une meilleure gestion des actifs, facilite la transmission d'entreprise et ouvre des opportunités d'investissement très stratégiques. Mais comment fonctionne réellement une holding? Comment choisir entre la SASU et le URL? Et quels sont les bénéfices concrets pour un entrepreneur? On va voir tout ça aujourd'hui avec Clément Aimé, expert dans la partie optimisation patrimoniale et l'optimisation de la rémunération du chef d'entreprise. Et dans cet épisode, nous allons apporter tous les deux notre point de vue entre conseiller en gestion de patrimoine et expert patrimonial et notre expérience client avec toutes les personnes qu'on peut rencontrer au quotidien et qui mettent en place ce schéma grâce à nous. Être bien accompagné quand on est entrepreneur, c'est essentiel. Qu'il s'agisse de vos associés, de votre réseau professionnel ou de partenaires de confiance comme votre expert comptable, votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre banquier. Et ça tombe bien car notre partenaire Shine sponsorise cet épisode. Shine, c'est un compte pro en ligne dédié aux entrepreneurs. Ses nombreuses fonctionnalités permettent de simplifier la gestion de ses finances d'entreprise pour vous concentrer sur votre business. Si vous n'êtes plus satisfait de votre banquier et que vous souhaitez tester l'offre Shine, les 3 premiers mois sont offerts via le lien en description. L'ouverture de compte prend moins de 24 heures et leur équipe a été élue service client de l'année 2024. Et avant de commencer ce podcast, si vous appréciez notre contenu et que vous n'avez toujours pas mis la note de 5 étoiles, alors n'hésitez surtout pas à le faire car cela nous aidera à grandir et à continuer à augmenter notre visibilité. Et si vous nous écoutez mais que vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Eh bien, bonjour Clément, comment vas-tu? Bonjour Jérémy, ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi. Eh bien oui, je vais très bien et je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour discuter d'un sujet brûlant, les leviers d'enrichissement SASU, EURL ou holding. On va parler d'entrepreneuriat, d'entrepreneur. Je sais que tu es expert dans ce domaine et que tu vas pouvoir m'apporter ton expertise tout comme je le suis dans ce domaine. Je pense qu'on va pouvoir faire un épisode très complémentaire pour nos auditeurs et on va essayer de leur apporter beaucoup de valeur ajoutée. Avant ça, je te propose que tu te présentes rapidement, Clément, et puis on va passer au vif du sujet juste après. Très bien, merci beaucoup. Alors, je suis l'optimisateur fiscal, spécialiste en optimisation fiscale et patrimoniale des particuliers, mais également des professionnels. J'accompagne énormément de personnes sur l'aspect structuration, restructuration de structures, de sociétés. J'accompagne également sur la fiscalité personnelle, patrimoniale et professionnelle. Et ça fait plus de 10 ans que je suis dans le game. Ok, et de ton côté, Clément, tu fais concrètement quoi avec tes clients? Quelles sont un peu tes missions au quotidien? Alors, mes missions au quotidien, c'est de les orienter sur des leviers d'enrichissement. On part sur de l'immobilier, sur de la finance, sur de la création d'entreprise, de la restructuration par le biais d'une holding. Pas mal de clients viennent me voir en me disant je me suis trompé entre le URL ou la SASU ou une autre forme juridique, ou ça peut être une micro-entreprise, ça peut être toute forme juridique. Ça peut être également sur un aspect un peu plus immobilier. Est-ce qu'on doit investir en vide, en meublé, en LMNP, à travers une SRL de famille, une SCI? Tout ça, ce sont des questions que vous avez tous et qui, aujourd'hui, vous n'avez que très peu de réponses sur Internet. Ouais, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a la même expertise de notre côté sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a une expertise qui va être sur la SASU, le URL, la holding, le patrimoine tout simplement du chef d'entreprise, du dirigeant. Donc ça va être très intéressant de pouvoir apporter de manière complémentaire nos points de vue, nos idées. Et on va commencer directement dans le vif du sujet avec une comparaison entre la SASU et le URL sous différents aspects, la rémunération, les cotisations, la protection, la retraite. Toi, si tu devais comparer ces deux formes sociales, comment tu les comparais? Alors, déjà, ça va être assez simple. Le URL, on va être plutôt, alors le URL ou la SARL, pour un gérant majoritaire, on va être plutôt sur une rémunération du dirigeant avec des cotisations sociales qui varient entre 37 et 42%. Donc, si on prend un exemple sur le versement d'une rémunération à hauteur de 2 000 euros par mois, il faudra à peu près débourser environ presque 40% en plus. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, la société déboursera environ 2 800 euros pour rémunérer le dirigeant à 2 000 euros, sur lequel le dirigeant devra s'acquitter de l'impôt sur le revenu à la fin de chaque année, enfin plutôt courant de l'année pour l'année suivante. La SASU, cette fois, on est assimilé salarié. Assimilé salarié, bah, c'est comme tout salarié, vous avez tous été salariés un jour, pour la plupart d'entre vous, et on va cette fois avoir des cotisations sociales, patronat salarial, qui vont représenter
à peu près 80 à 82%. Ça veut dire qu'en gros, pour percevoir 2 000 euros pour le dirigeant, la SASU, la SAS va devoir débourser environ 3 600 à 3 007 euros, ce qui représente un écart qui va être quand même assez démentiel entre le URL gérant majoritaire, enfin le URL ou la SARL gérant majoritaire et la SASU et SAS avec le président. Donc, on voit qu'on passe de 2008 à 3006, on a quand même un delta de 800 euros par mois, soit 9006 chaque année, qui permettrait d'optimiser pour réinvestir et utiliser des leviers d'enrichissement. Ok, on est d'accord, hein, et ça je le rappelle aussi à nos auditeurs, que cette optimisation de rémunération et donc des charges sociales entraîne forcément une protection qui est moins élevée au niveau de l'EURL par rapport à la SASU. On le sait, la protection, ça comprend la retraite, ça comprend également d'autres choses, comme les indemnités qu'on peut toucher en cas de problématique, ou même d'autres aspects qu'on ne voit pas toujours, comme les arrêts maladie ou la partie médecin. Je pense également ici aux femmes qui peuvent être enceintes ou autres. C'est important de savoir qu'on a moins de protection quand on est en EURL qu'en SASU, et c'est aussi pour ça qu'il y a un gap de 40 points d'écart. C'est vrai que ce gap peut peut-être être tout simplement rattrapé par autre chose. Et on parle souvent en EURL, Clément, de protéger de manière supplémentaire quelqu'un qui est gérant majoritaire face à quelqu'un qui est assimilé salarié. On peut rajouter par exemple, je pense, à la prévoyance ici. Oui, c'est vrai, Jérémy, on peut compléter par la prévoyance. Et de ton côté, quelles sont les raisons pour choisir un statut plutôt que l'autre? Tout simplement, pourquoi tu vas amener un client à prendre une SASU et pourquoi tu amènerais un autre client à prendre une EURL? Quand on entend que la partie charge sociale, on a l'impression tout de suite qu'il faut choisir l'EURL. Dans certains cas, je suppose qu'il faut aller vers la SASU. Alors, ça va être très simple, tout dépend des objectifs et des besoins. Le chef d'entreprise, prenons deux éléments comparatifs. Le chef d'entreprise qui a 55 ans, qui a cotisé pendant à peu près 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, ce chef d'entreprise aura déjà bien cotisé. Donc, avoir une SASU, bon, c'est pour avoir une très belle protection sociale. Pourquoi pas, on est en fin de carrière ou à la limite, peut-être qu'en fonction des années cumulées de retraite, on peut basculer sur une URL, voire peut-être trouver une autre technique d'optimisation pour éviter justement qu'ils cotisent à plus de 80%. Il existe des solutions qui permettent de cotiser à 9,7% plutôt que 80%. Donc, il y aura peut-être une restructuration à faire pour permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir gagner, en tout cas sur les 10 dernières années, avant de partir à la retraite. Tout dépend si les trimestres de retraite sont déjà validés. Le URL, alors on part souvent en disant ouais, c'est peut-être une solution miracle. En réalité, non, tout dépend. Tout dépend des objectifs. Si on part du principe d'avant, c'est-à-dire que le URL, on dépense 40% de cotisation sociale ou versus 80% de cotisation sociale pour la SASU. On imagine bien que le URL, on va plutôt se dire, ouais, on gagne 10 000 euros chaque année, ce qui va nous permettre de réinvestir derrière. Alors, ça peut être dans l'immobilier, sur les supports financiers, ça peut être ailleurs, ce qui nous permettrait petit à petit de placer son argent pour avoir des ressources supplémentaires et pour garantir l'avenir. Oui, sauf qu'en contrepartie, c'est que pour une personne qui démarre cette aventure, qui n'a pas de ressources financières suffisamment stables et qui ne se verse pas de rémunération, il y aura toujours un minimum de cotisation sociale obligatoire en URL versus en SAS-SASU où les cotisations sociales ne sont dues uniquement en cas de rémunération de la présidence. Oui, tout à fait. Et ça, c'est important de le rappeler, hein. Souvent, en début d'activité, on peut aussi bénéficier d'allocations chômage ou d'aide au retour à l'emploi, l'ARE. Effectivement, des fois, il ne faut pas forcément se rémunérer et plutôt encapsuler un petit peu de trésorerie pour pouvoir faire face à des sorties de trésorerie à venir. Point important, on sait que la SASU et l'EURL sont totalement différentes. Elles sont aussi complémentaires et on va le voir tout de suite avec le montage qu'on pourrait penser de suite avec une holding. Déjà, premièrement, une holding, c'est une société qui détient d'autres sociétés. C'est une société qui a des participations dans d'autres sociétés. Mais pour quelles raisons doit-on créer une holding? Comment se passe cette création? Je te laisse la main un petit peu, Clément. Ok, très bien. Alors déjà, c'est à quel moment créer une holding? Est-ce qu'on crée la holding avant la filiale avant la holding? C'est une question qui revient très souvent chez moi à me demander est-ce que on crée une holding puis une filiale ou la filiale puis on voit pour une holding? Tout dépend de vous, de vos objectifs. Là, par exemple, une structuration récente, c'était on commence par une filiale sous la forme d'une SASU et après, en fonction du développement du chiffre d'affaires, en fonction des résultats, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, on vient à restructurer sous la forme d'une holding avant la fin du premier exercice comptable. Ce qui permet, au final, d'avoir une valorisation de la société connue, en tout cas par rapport à l'administration fiscale, par rapport aux autorités fiscales, qui correspond au nominal. C'est-à-dire, si vous avez déposé 1 000 euros de capital social pour créer votre société, demain, on peut très bien restructurer avec 1 000 euros de capital social, ce qui permet une restructuration à moindre coût.
Par contre, le jour où vous avez un premier exercice comptable, pour créer une holding, ce sera sous voie d'apport ou sous voie de cession. Apport, ça veut dire qu'il va falloir faire intervenir très, très, très souvent un commissaire aux apports qui va vous coûter assez cher. Alors, c'est à peu près 1500 euros. Alors, tout dépend, 1000, 1500, 2000 euros, tout dépend des commissaires aux apports, plus les frais de restructuration. Par contre, on peut avoir également la cession, mais qui dit cession dit imposition immédiate sur la plus-value. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez créé une société 1000 euros, vous voulez restructurer sous forme de holding dans 2 ans, vous avez déjà un ou deux exercices comptables. Si votre société vaut 100 000 euros, là, vous avez une plus-value de 99 000 euros imposable. Si vous revendez vos titres à votre holding nouvellement créé, vous devrez être imposé sur la plus-value, la plupart du temps à 30% sur ces 99 000 euros que vous devrez payer immédiatement. Donc, vous devez quand même avoir une bonne trésor personnelle pour faire ce type de restructuration. Versus, au niveau d'un apport, un apport, ça permet tout simplement de créer une holding avec un capital social à hauteur de 100 000 euros et on va avoir ce qu'on appelle un report d'imposition ou un sursis d'imposition de la plus-value que vous n'avez pas payé tout de suite, mais que vous payerez beaucoup plus tard en cas de décès ou en cas de revente de la holding. Oui, et là, on parle ici du 150 0 BTR, un article très connu dans notre jargon de holding, effectivement, parce que là, on va reporter l'imposition et l'imposition sera due à la vente de la holding ou d'autres activités. Point important par rapport à ça, ça veut aussi dire qu'on reporte l'imposition. Ça ne veut pas dire qu'on ne payera jamais l'imposition. Je préfère insister là-dessus. On fige l'imposition et on la reporte dans le temps. Ça, c'est important de le comprendre. Je suis totalement d'accord avec toi aussi, Clément, sur la partie création, entre ces deux possibilités, entre la cession et le report d'imposition par l'apport de titres. Et effectivement, quand on va céder la société à sa holding, c'est qu'il y a un intérêt pour le dirigeant à dégager du cash en bas pour pouvoir réinvestir dans d'autres projets. Point important, c'est ce type de situation, ce type de schéma se fait souvent quand les taux d'intérêt sont plus bas, parce que oui, qui dit cession dit acquisition. Et donc ça veut dire aussi que la holding doit emprunter de son côté pour réacquérir votre société. Plus les taux sont élevés, moins l'opération est rentable en haut. Exactement. Et du coup, Clément, comment se passe cette création concrètement, très concrètement? Est-ce qu'il faut créer sa holding avec quelqu'un, un avocat fiscaliste, avec toi, avec un expert, ou est-ce que tu conseilles de le faire plutôt tout seul? Alors, jamais, jamais, jamais tout seul. Ça, c'est clair. On vous le répétera jamais assez souvent. C'est comme si vous construisez votre maison tout seul. Vous verrez les dégâts qu'il y aura, pas tout de suite, mais vous les verrez ultérieurement. Là, c'est exactement la même chose sur un aspect fiscal, sur un aspect patrimonial, sur un aspect juridique. Vous pouvez être très bon dans vos domaines de prédilection. Nous sommes très bons dans nos domaines de spécialisation. Surtout, chacun son métier. Si vous voulez une sécurisation de votre structure juridique, passer obligatoirement par un professionnel. Alors, il existe de multiples professionnels. Il peut y avoir l'expert comptable, on peut avoir l'avocat fiscaliste, on peut avoir justement un expert fiscal et patrimonial comme moi. On peut avoir également des notaires qui peuvent le faire, mais attention, chacun a sa profession. Donc après, c'est à vous et à vos risques et périls de vous rapprocher du bon expert pour vous permettre d'avoir la meilleure structuration juridique. Je suis encore totalement d'accord avec toi, Clément. Je pense que déjà, premièrement, il faut arriver à combiner les deux statuts, SASU et URL, et donc se faire bien accompagner, ou peut-être des fois, dans certains cas, on va avoir deux SASU, on va avoir deux EURL, ça dépend vraiment des schémas. C'est important de le comprendre. Il n'y a pas d'opération optimum pour tout le monde. Chacun a son opération, chacun a sa situation, chacun va avoir un conseil différent en fonction de l'expert que vous allez voir, et surtout en fonction de votre situation familiale, personnelle, la situation aussi fiscale que vous pouvez avoir dans votre couple. Point important par rapport à ça, pour créer une société holding, vous allez encore une fois choisir des statuts. Vous pouvez tout à fait choisir la SASU, le URL, la société civile. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a pas encore une fois un schéma qui s'adapte à tout le monde. Donc j'insiste, le mieux c'est de se faire accompagner. Nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine, on va plutôt regarder le patrimoine d'un point de vue global. On va analyser votre situation et après on peut faire appel à des experts comme Clément ou d'autres avocats fiscalistes ou des notaires ou des experts comptables pour mettre en place le schéma avec des statuts réels. Mais je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui regarde et qui chapeaute un petit peu tout comme un conseiller en gestion de patrimoine avec des experts. Je considère que ça souvent comme un médecin de famille qui va faire appel à ses experts, le dentiste, le chirurgien ou autre, dès que la situation devient complexe sur un sujet. Je rajouterais même que c'est la meilleure option que vous pouvez avoir dans le sens où assez souvent, l'expert comptable va plutôt regarder un schéma selon une déformation professionnelle. Si vous êtes expert comptable et que vous nous écoutez, pas tous, bien évidemment, le notaire
on va avoir plutôt un autre aspect. Avocat fiscaliste, pareil, mais nous, justement, les experts patrimoniaux, en effet, on va faire un point sur la situation familiale, la situation personnelle, professionnelle, la situation au niveau de l'immobilier actuel et à venir. On va voir au niveau de l'aspect fiscal, l'aspect financier, mais également les objectifs et besoins à court, moyen et long terme. C'est là sur lesquels on va vraiment se pencher, pouvoir indiquer la meilleure structuration possible et pour pouvoir apporter des solutions sur mesure qui vont vous permettre petit à petit de créer, pour certains, un empire financier. Exactement. Effectivement, ça dépend aussi de chacun ses objectifs, mais en tout cas, on est là pour vous accompagner à réaliser vos objectifs. Pour finir, sur ces leviers d'enrichissement et sur cette fameuse holding qui est souvent accessible à tous et dont on croit qu'il n'y a que Bernard Arnault qui peut avoir une holding, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en font et qui développent leur patrimoine immobilier et financier par ce biais. C'est aussi des leviers d'enrichissement. Pourquoi les entrepreneurs utilisent le montage holding? Et quid de la fiscalité? Parlons notamment du fameux régime mère-fille très connu. Et effectivement, Clément, je souhaiterais que tu nous expliques un peu plus en détail ce régime. Alors, il faut savoir que quand je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale, j'ai créé ma holding avant ma filiale. Donc, moi, je fais partie de la team holding puis filiale parce que j'étais persuadé de me développer avec d'autres filiales par la suite pour créer un groupe, pour développer le groupe avec différents domaines. Là, très clairement, c'est pas parce que nous, on fait ça pour nous que ça répond exactement à une solution universelle. Votre solution est forcément différente de celle de vos voisins, de celle de vos collègues, de vos potes ou autres. Donc, on s'adaptera par rapport à vous, par rapport à votre situation. Le régime mère-fille, pourquoi une holding et en quoi ça va venir vous enrichir? Déjà, c'est très simple. Vous allez être associé ou actionnaire de votre holding. La plupart du temps, on recommande 100%. Comme ça, en gros, c'est votre bébé patrimonial, comme j'appelle ça. Et votre holding, votre machine à cash, va détenir votre ou vos filiales qui, elles, vont remonter des dividendes vers votre holding. L'idée, c'est que les dividendes entre une société et vous, la plupart du temps, c'est une flat tax ou une option au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, vous payez à peu près 30% la plupart du temps entre une société et vous, que ce soit une société qui viendra plus tard une filiale ou votre holding et vous. Mais entre une filiale et la holding, vous avez payé en moyenne 0,75% d'impôt. En résumé, 0,75% d'impôt, ce qui fait que si vous remontez 100 000 euros vers une holding, d'une filiale vers une holding, vous allez récupérer à peu près 99 000 et quelques de trésorerie pour réinvestir derrière, ce qui vous permettra petit à petit d'avoir 41% de plus sur un ratio pour réinvestir. Alors, vous pourrez réinvestir dans des futurs ACI, pour de l'immobilier, vous pouvez acheter des immeubles de rapport, vous pouvez placer votre argent sur des supports financiers pour petit à petit, plus vous placez, plus vous allez utiliser des leviers d'enrichissement pour devenir encore plus riche demain. Et oui, Clément, et je le rappelle, hein, c'est-à-dire que si on se distribue à une personne physique, on a 30% d'impôt, ce qui fait qu'on arrive à 70 000 euros sur 100 000, alors que là, on arriverait à 99 250 euros dans la holding pour réinvestir, ce qui veut donc dire qu'il y a bien un ratio de 41% supplémentaire par rapport aux 70 000. 70 000 fois 1,41 vont faire les fameux 99 250 euros. C'est important de comprendre effectivement qu'avec le régime Murphy, là, on parle de 100 000 euros. La plupart des clients qui nous contactent ont effectivement des montants qui s'approchent des 100 000 euros ou qui les dépassent très très fortement pour d'autres investissements financiers ou immobiliers. Et quand on a des montants qui approchent le million, voire 1,5 million, voire 2 millions et ainsi de suite, là on parle d'énormes sommes d'impôts qui sont économisées pour être réinvesties. Point important, quand ça arrive dans la holding, ce n'est pas dans la poche du dirigeant, c'est la poche personne morale. Ça veut aussi dire que si on veut redistribuer cette épargne, on repasse par la même case qui est la case PFU. Faire insister, on est sur une enveloppe qui permet de ne pas sortir de la personne morale et de rester dans un groupe. Exactement. Et qu'il va falloir petit à petit réinvestir pour avoir des leviers d'enrichissement, pour avoir encore plus d'argent demain. Autant réinvestir dès le départ 99 000 euros plutôt que 70 000 euros, ce qui permettra d'avoir une meilleure enveloppe demain. Et oui, on est d'accord Clément que faire un rendement à 5% sur 99 000 euros est mieux que de faire un rendement à 5% sur 70 000 euros. Et d'ailleurs, en parlant d'investissement, qu'est-ce que tu penses, toi, du réinvestissement par le biais de sociétés civiles immobilières? Est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier quand on a une holding? Est-ce que c'est possible de détenir d'autres sociétés filles qui vont faire de l'immobilier patrimonial? Exactement. Et justement, c'est même très recommandé. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont fans d'immobilier, très clairement, on parle de notre exemple entre 70K ou 99 000. Les 99 000 à réinvestir dans l'immobilier, dans des immeubles de rapport à travers une ACI. Donc, ça veut dire que la holding détient avec vous une ACI. Après, la répartition du pourcentage à voir avec vous.
mais au final, la holding prête de l'argent à la SCI pour investir dans un immeuble de rapport. La holding doit détenir à minima 10%, je rappelle, et derrière, ça permet d'investir, de remonter les résultats de la SCI au prorata entre chaque associé, c'est-à-dire entre vous et la holding. Admettons que demain, vous détenez, on va dire, 70% de la SCI. Bah, il y a un résultat dans la SCI, ça va venir être imposé directement chez vous. Donc, ça peut vous faire aussi un revenu complémentaire à partir des revenus du réinvestissement de la holding. Oui, effectivement. Et là, c'est entre le choix entre la SCI à l'IS ou à l'IR. Si on est à Exact. l'IS, c'est encapsulé dans la SCI avant distribution des dividendes qui pourraient tomber pour le gérant, effectivement, en fonction des associés. Si on est à l'IR, attention, le régime Murphy n'est pas possible pour remonter les dividendes vers la holding. On ne bénéficie pas du régime Murphy, ils seront distribués et imposés. C'est un point très important. Entre l'IS et l'IR, encore une fois, il faut un bon accompagnement. Point important également, et j'aime bien le rappeler, on est encore une fois encapsulé dans des sociétés. Ça veut donc dire là qu'on est là pour l'accroissement du patrimoine, pour le développement du patrimoine, et non pas pour la stratégie de distribution du patrimoine. On a vraiment une stratégie de capitalisation. Et je pense qu'avec Clément, on l'entend souvent dans nos clients, quand on vient faire une holding, c'est pour capitaliser, pour développer son patrimoine, et non pas pour commencer à le distribuer. La holding peut aussi avoir son intérêt pour faire des contrats de capitalisation, des investissements financiers. Est-ce que tu le vois aussi souvent, des personnes qui veulent réinvestir dans la partie financière, Clément? Je vois très, très régulièrement. Après, tout dépend du montant. Assez souvent, on table sur des montants supérieurs à 50 000 euros, qui permet d'avoir vraiment un levier d'enrichissement, parce qu'on ne va pas mettre un contrat de capitalisation pour 1 000, 2 000, 3 000 euros, il n'y a pas d'intérêt. Après, c'est tout dépend, pareil, de vos objectifs à court, moyen, long terme. Si c'est juste de l'investissement où on veut avoir un résultat sur 5 à 10 ans, là, en effet, le contrat de capitalisation peut être assez intéressant, même à plus court terme. Mais sinon, il y a d'autres leviers d'enrichissement qui peuvent être utilisés. J'entends par exemple, je vois des marchands de biens, par exemple, des opérations de marchands de biens, je vois des opérations de réinvestissement sur de la location professionnelle, où j'accompagne beaucoup de personnes à ce sujet, ou d'autres types de structures. Ça peut être aussi du e-commerce, ça peut être. On peut diversifier. L'avantage d'avoir de la trésorerie dans une holding, c'est de pouvoir prêter à des futures filiales qui vont permettre d'avoir elles-mêmes des sources de revenus. Si on a 5 filiales qui font 50 000 euros chacune, bah, un quart de million d'euros chaque année de trésor dans la holding permettra de réinvestir beaucoup plus sereinement pour l'avenir. Eh bien, merci beaucoup Clément pour ton intervention et pour ce travail complémentaire avec moi afin d'apporter beaucoup de valeur aux personnes qui nous écoutent sur le sujet de la holding. Sachez également que nous n'avons pas abordé tous les points qui concernent la stratégie patrimoniale du dirigeant avec une holding. En effet, il y a énormément d'autres avantages à constituer une holding dès que votre société commerciale réalise des bénéfices. Nous sommes là dans tous les cas pour vous accompagner et nous espérons avoir répondu à l'ensemble des questions que vous pouviez vous poser sur la holding. Eh bien, merci encore Clément et à très bientôt. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note nous permettra de grandir et de continuer à augmenter notre visibilité. Et nous vous en remercions. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez aller plus loin, alors vous pouvez également aller écouter l'épisode 84, les 3 conseils les plus importants pour devenir entrepreneur du patrimoine.